production. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode sur le podcast Dans la tête d'un cycliste où aujourd'hui nous allons rouler au rythme de la nature. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Manzanini part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer. Je suis actuellement dans la région de Clermont-Ferrand, dans l'atelier de JP. Bonjour JP. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Merci pour, une nouvelle fois, merci pour l'accueil. Et aujourd'hui, effectivement, nous allons parler des vélos en bois. Alors, entre tradition et modernité, en tout cas, voilà, c'est vraiment la connexion avec la nature. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire, JP, en introduction de cet épisode sur les vélos en bois? Est-ce que c'est effectivement un effet de mode, puisqu'on en voit, alors non seulement on en voit de plus en plus, mais on voit aussi de plus en plus de marques qui font des vélos en bois. Il y avait quelques temps, c'était les vélos en bambou. Maintenant, on voit les vélos en bois. Voilà. Pas forcément quel est ton avis, mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur les vélos en bois en introduction de cet épisode? Je vais parler du matériau bois. Bon, toi, tu sais que je fais des vélos en acier, mais le bois, c'est mon deuxième matériau de cœur. Exactement, j'allais en parler, parce que toi, tu sais que tu fais de la guitare. Alors, j'ai fabriqué des instruments de musique il y a longtemps déjà, entre 1995 et 2006, et il y a de ça un an, je me suis mis en tête de relancer une marque d'instruments de musique. Et donc, au-dessus de ta tête, derrière, les gens ne le voient pas, mais il y a presque une quinzaine d'instruments en cours. Donc, c'est du bois. Et puis, on est aussi dans une maison en bois. Et ça a été aussi une partie de ma carrière professionnelle où j'ai construit et bâti un bon nombre d'immeubles en bois, d'immeubles, de maisons, voilà, des ouvrages intéressants. C'est un sujet que tu maîtrises. C'est un matériau, c'est vraiment mes deux matériaux, l'acier et le bois. Mais en effet, j'ai pas choisi le bois pour faire des vélos. Voilà. Mais après, est-ce que c'est une tendance ou pas? Le bois est un super matériau composite, parce que c'est ça, c'est un composite. On le voit revenir en force, il y a une tendance, je pense que les gens sont toujours en recherche de se différencier. Il y a un peu de tout, il y a des marques qui sont en recherche de différenciation, qui vont opter pour un matériau alternatif, qui dans le cas présent peut être le bois. Il y a des gens qui ont une connexion avec le bois parce qu'ils viennent d'ailleurs, ils viennent d'un autre métier du bois, et puis ils ont une appétence pour le vélo, ils vont utiliser leur savoir-faire du matériau bois pour faire des vélos. Il y a un peu de tout, c'est difficile de faire une généralité. Le bois est un excellent matériau, point. Voilà, pour faire plein de choses. Est-ce que c'est le meilleur matériau pour faire des vélos? Tu le sais, je crois pas qu'il y ait de meilleurs matériaux pour faire des vélos, il y en a plein, on a un mix à notre disposition, il faut faire en fonction de ses capacités d'ingénierie, ses capacités de sourcing de produits, voilà, il n'y a pas de révolution pour moi attachée aux matériaux bois pour faire des vélos, comme il n'y en a pas pour le carbone, ni pour l'aluminium, ni pour le bambou. Alors, s'il y avait justement des spécificités, en tout cas, quelles sont les spécificités des vélos en bois par rapport à d'autres cadres, justement? Alors le bois, c'est un matériau qui est facile à travailler, pour le coup. Maintenant, est-ce qu'on peut parler d'une spécificité du matériau bois? Est-ce qu'on voit aujourd'hui de plus en plus justement de marques et de vélos parce qu'il y a les outils qui permettent de faire les cadres en bois, ou parce qu'on ne voyait pas les cadres en bois comme on les voit aujourd'hui il y a 10, 15 ans, 20 ans? C'est vraiment, je trouve que depuis quelques mois, quelques années, eh bien, on voit de plus en plus de marques qui fabriquent des vélos, enfin qui sortent des cadres en bois. Oui, on n'a pas inventé d'outils supplémentaires, surtout qu'en plus, si on doit vraiment essayer de se faire un petit panel, je sais à quoi tu penses, et tu vas avoir des choses qui sont aux deux extrémités d'un spectre. Tu vas avoir des gens qui vont prendre des morceaux de bois, qui vont les coller avec des serre-joints, éventuellement une presse à vide, on n'est pas dans l'outil industriel, et puis qui vont le découper à la scie sauteuse, qui vont le travailler à la défonceuse, à la râpe, à la lime, au papier de verre, à la gouge, au rabot, des outils un peu plus traditionnels. Et puis à l'extrémité du spectre, tu vas avoir des gens qui vont utiliser des machines à commande numérique pour découper des bois qui sont soit assemblés avant, soit assemblés après, assemblés par collage bien sûr. Et puis tu as même, je crois que dans les marques que tu avais mises de côté en préparant l'épisode, tu as même des gens qui font des vélos en bois, mais qui sont pas vraiment en bois.
C'est-à-dire on a utilisé le bois mais on l'a injecté de résine pour créer un composite de composite, puisque dans le bois il y a déjà de la fibre et de la résine, c'est le principe du bois, premier matériau composite, mais il y a des gens qui font ça et qui ensuite vont usiner des pièces avec un matériau fait à partir du bois, mais qui est plus vraiment du bois, puisqu'on lui a conféré des propriétés différentes avec l'ajout de résine. Donc c'est tellement large finalement que est-ce qu'on peut donner une caractéristique commune à tout ça ? Je veux dire, même dans le bois, tu vas avoir des bois qui ont une densité de 350 kg par mètre cube, qui flottent, et tu vas avoir des bois qui ont une densité si importante, multipliée par 5, 6, 7, qui vont couler. Est-ce que c'est le même matériau ? Est-ce qu'il a les mêmes caractéristiques mécaniques ? Pas du tout, ça n'a rien à voir. Donc finalement, c'est un peu, c'est même presque plus large que de dire un vélo en carbone, c'est un vélo en carbone. Non, ça va dépendre de la fibre que tu as utilisée, de son orientation, de la quantité de résine, de l'épaisseur du tissu. C'est un peu pareil avec le bois finalement. Ah, tout ça, c'est super intéressant. Mais par exemple, en comparaison avec des matériaux traditionnels, est-ce que le bois se distingue par sa durabilité ou pas ? Est-ce qu'il se distingue par son confort ou pas ? Sans rentrer dans l'essence. Oui, je vais pas rentrer dans la structure moléculaire du bois. C'est pas. Non, alors oui, les gens qui vendent du. Alors voilà, je vais le dire comme ça. J'essaie toujours de donner de l'importance aux mots. Les gens qui vendent des vélos en bois aujourd'hui vont te dire que le bois apporte une qualité de confort qui est propre au matériau. Tiens, c'est exactement la même chose que les gens qui font des vélos en titane disent de leurs vélos en titane, et j'en passe. C'est un outil d'ingénierie, c'est une matière, donc le bois a des propriétés éventuellement, si on espèce de faire une cote moyenne de ce qu'est le matériau bois, en tout cas les essences de bois qu'on peut utiliser pour faire un vélo, parce que forcément on va difficilement aller faire un vélo en IP par exemple, qui serait certainement bien trop lourd. Le bois va avoir éventuellement une propension du fait de sa structure à dissiper plus facilement de l'énergie, ou à l'absorber, à la dissiper à voilà. Donc on pourrait se dire du coup c'est vachement bien, ça va absorber les vibrations, sauf que je redis ce que je dis déjà plusieurs fois, les vibrations elles sont absorbées déjà beaucoup par le pneumatique et puis par les autres matériaux absorbants qu'on a aux différents points de contact. Il y en a de toute façon une partie qui va être absorbée dans le corps du cycliste, donc est-ce que ça fait une différence majeure ? Je ne suis pas certain. C'est un matériau qui est facilement accessible à usiner, qui est intéressant d'un point de vue esthétique, qui a un territoire de créativité fou. On peut faire beaucoup de choses très différentes. Et c'est un matériau qui a des caractéristiques mécaniques qui permettent de fabriquer des vélos. Donc ça, c'est le point essentiel. Et puis dans la fabrication justement des cadres de vélos en bois, il y a plusieurs essences de bois qui sont couramment utilisées, chacune offrant ses propres propriétés spécifiques. Qu'est-ce qu'on peut dire justement qu'est-ce qu'on peut dire de ces différentes essences de bois ? Alors il y a le frêne, le noyer, le chêne. Toi, spécialiste justement du bois, ça va te parler de tout ça. Qu'est-ce que tu peux dire de ces différentes essences justement ? Alors c'est vrai que jusqu'à présent, alors quand on est dans le monde du bois, on distingue souvent les feuillus des résineux. D'accord ? Si ça parle à tout le monde, le sapin, le pin résineux. Chêne, qu'est-ce que tu m'as dit ? Frêne aussi, feuillu, noyer. Voilà, noyer. Alors, il se trouve que, en tout cas, pour ce qui est de ce qui se fait sur le territoire français ou pas très éloigné, les gens qui font des vélos en bois, dans leur démarche, il y a aussi une considération d'empreinte environnementale. J'allais venir, ouais. Et donc de local. Et aussi les gens qui font ça, pour ceux que j'ai en tête là tout de suite quand je te parle, qui sont pas dans l'extrémité plus industrielle du spectre et plus marketing, c'est des gens qui viennent avec un savoir-faire bois avant le savoir-faire vélo, des bénisteries par exemple, et donc ils vont la plupart du temps avoir une expertise et puis une ressource locale de feuillus, donc ils vont travailler des bois de feuillus, parce que le feuillu va avoir des caractéristiques mécaniques souvent plus élevées si on ne prend pas en compte le ratio par rapport au poids. Dans la construction de logements, par exemple, on utilise une majorité de résineux. Parce que le rapport entre la caractéristique mécanique et le poids et la densité fait que, et puis le fait que ça soit moins cher, etc., on utilise beaucoup de résineux. Hein, tu vas avoir des poutres en sapin, des montants en sapin, des lamellés collés de sapin, des PCA, de Douglas, voilà. Donc,
Aujourd'hui, ce qu'on voit sur le marché, les gens qui font les cadres, alors on parle de cadres en bois massif et pas de cadres en bambou, parce qu'on pourrait considérer que les cadres en bambou sont des cadres en bois finalement aussi, mais c'est une structure légèrement différente. Donc là, on parle vraiment du bois aujourd'hui. Donc oui, on voit des feuillus, on voit du frêne, on voit du chêne, du hêtre. Alors oui, j'ai lu ici et là que des gens disaient oui, alors là le cadre en gravel, je vais le faire plutôt en ci et plutôt en ça. Alors déjà, on voit rarement un cadre qui soit alors déjà, c'est jamais un seul morceau de bois. On est peut-être passé un peu vite sur ce sujet-là. Les gens s'imaginent peut-être qu'on prend un énorme morceau de bois et qu'on taille dedans. Bon, déjà, un tronc qui ferait la largeur qui permet de faire un cadre, ça serait compliqué. On aura des problèmes de torsion parce que ça reste un matériau qui va avoir des variations, qui est plus sujet aux variations dimensionnelles. On saurait dire ça, un cadre aujourd'hui, de combien de morceaux de bois il est constitué? Alors de ceux que je connais et que j'ai pu regarder, c'est tous un peu différent. De toute façon, c'est du collage. La plupart du temps, il y a au moins du collage dans l'épaisseur, c'est-à-dire de gauche à droite de votre vélo, vous allez avoir des collages, puisque ça va permettre aussi d'orienter le fil du bois et donc d'aller chercher des résistances mécaniques spécifiques à des endroits spécifiques. Encore une fois, on travaille sur du composite, c'est ça. Mais je pense pas qu'il y ait de vélo. Allez, si on se disait que on pourrait faire un premier triangle avec 3 morceaux de bois comme on a des tubes ou 4 morceaux de bois, je pense que de toute façon, moi ce que j'ai vu, on est au moins sur des 15, 20, 30 pièces plus, voilà. Et puis il y a du mix de matériaux aussi, puisque déjà on fait pas les fourches en bois, et que aux endroits où on a une collaboration avec une tige de sel, avec un boîtier de pédalier, etc., on vient faire des inserts aluminium qui sont collés ou résinés dans le cadre pour pouvoir recevoir ces éléments de roulement ou de rotation, des roulements à billes de la roue, enfin voilà. Des fixations des étriers de frein. Si tu suis un petit peu le monde du cycle, forcément, est-ce que tu as vu des marques qui excellent dans la fabrication justement des vélos en bois, ou des marques françaises ou étrangères qui vraiment arrivent et commencent à un petit peu se faire remarquer sur le marché? Alors en France, il y a un artisan qui fait des que je ne connais pas personnellement, que j'ai jamais rencontré, mais dont j'ai pu admirer le travail, c'est Eddy, je crois, de chez Gastaboy, qui pour le coup, je trouve exploite complètement le territoire artistique qui est permis par le matériau. Même dans la façon dont il présente son travail en images sur les vidéos, on sent qu'il y a un plan de départ, il y a une géométrie, mais c'est aussi le morceau de bois qui est sur la base et sur le haut-banc. Alors je sais pas si Eddy m'écoute, tu es le bienvenu pour me dire si je me trompe ou pas, mais je sens que, un peu comme moi quand je suis en train de fabriquer un corps de guitare ou un manche de guitare, il y a une feuille de base, il y a un plan, mais si le fil du bois à cet endroit-là m'invite à le raboter légèrement plus dans cette dimension ou dans l'autre, j'y vais. C'est-à-dire le matériau va aussi m'emmener quelque part. En tout cas, moi je ressens ça quand je vois son travail. J'ai jamais roulé ses vélos. Mais voilà, il y a un critère esthétique qui me plaît, l'intégration entre ce qu'il fait sur le bois et puis les autres composants qui vont autour, c'est toujours de très bon goût. Voilà, il y a des gens qui ont des... C'est lui qui me vient en tête quand on me parle de vélo bois, voilà. Après, il y a des marques un peu plus tech et high-tech aussi. En Amérique du Nord aussi, on a des choses. Ça me parle un peu moins. J'avoue que il y a quelque chose, et pourquoi moi je vais pas vers ce matériau-là quand je fabrique des vélos, c'est parce que les caractéristiques mécaniques du bois vont faire qu'on est toujours sur quelque chose d'assez massif. Et moi, ce qui m'attire dans le vélo, c'est le côté intemporel du tube fin. C'est pour ça que je vais sur l'acier. Là, on est sur des cadres qui vont être au moins aussi massifs visuellement, sur l'impact vraiment de la surface exposée que des cadres en carbone la plupart du temps. C'est pas mon goût, ça veut pas dire que c'est pas bien, mais voilà. Alors effectivement, en France, on a Gastaboy, où se trouve, comme tu l'as dit derrière, Eddy Jantet, qui fait des vélos, qui fait des très très beaux vélos, des vélos de route, des vélos de gravel, on en parlera également tout à l'heure. Il y a également
Là, en France, c'est un Wood Alps qui se situe justement en Haute-Savoie, et puis après on a justement Renovo qui vient des États-Unis, Zafi aussi, oui, des Belges, c'est ça, ouais, tout à fait. De Belgique, on a aussi d'autres marques, Silla qui est une marque canadienne, donc bref, il y en a effectivement de plus en plus. Elles sont un peu plus visibles parce que aujourd'hui il est assez facile de donner de la visibilité à une nouveauté ou à un cadre qui sort de l'ordinaire. Donc en tout cas, voilà, c'était important de citer toutes ces marques. Et puis, si on donnait aux auditrices et auditeurs une échelle de prix. Aujourd'hui, tu veux faire monter un vélo avec un cadre en bois. Donc, c'est généralement la carte, de toute façon, puisque tu pars d'un cadre qui est totalement unique. Oui, après, il y a quelques marques qu'on a citées qui font des cadres de production. Voilà. Donc, on est sur quel ordre de prix? Si on pouvait donner une fourchette, on va dire, ça serait de quel ordre? Par rapport aux autres matériaux, on est directement plus cher. Pourquoi? Parce que faut bien comprendre que si on fait un cadre en tube métallique, que ce soit de l'acier, de l'aluminium ou du titane, on part de tubes qui existent, qui sont dans le commerce. On prend les tubes et avec une méthode d'assemblage qu'on a choisie, que ce soit de la soudure TIG, de la soudure brasure, du manchonnage, on va assembler un vélo. Le coût de matériaux pour faire un vélo, alors en carbone on pourra faire pareil, on peut acheter des tubes de carbone et les assembler, soit en les résinant, soit en les manchonnant, et puis on peut faire des vélos en carbone dans des moules. Ça c'est très cher et accessible que à des gens qui font vraiment de la grosse série. Mais ce qu'on comprend, c'est que le matériau de base pour faire un cadre, le coût est faible. Et c'est toujours finalement la main d'œuvre, la méthode de mise en œuvre, la façon dont c'est organisé, qui va finaliser le prix de l'objet en sortie d'usine, finalement, ou en sortie d'atelier. Donc, quand on est sur un matériau bois, on n'a pas des tubes, on a des planches de bois. Et de ces planches de bois, il va falloir les découper et les assembler de manière à ce qu'elles puissent constituer la structure du cadre de vélo. Et donc, là où on aura dépensé peut-être une somme équivalente aujourd'hui on fait un vélo en acier, même si on prend des tubes de très bonne qualité, j'enlève les pattes, je parle que des tubes, puisque de toute façon si on fait un vélo en bois il va falloir quand même avoir des inserts ici et là, mais les tubes, je vais essayer de donner une fourchette qui soit appréciable par tout le monde, on a 200 à 300 euros de matériaux, pas plus que ça, ok. En bois, j'ai pas fait mes calculs là tout de suite, mais on doit pas se situer très éloigné de ça. C'est peut-être un peu moins, c'est peut-être un peu plus en fonction de où on achète son bois, si on le fait sécher soi-même, si on l'achète déjà sec ou pas. Mais le temps de réalisation d'un cadre en bois à partir de planches par rapport au temps de soudure de 8 tubes, si on fait de l'acier ou si on manchonne ou quoi, est nécessairement plus important. Et il y a probablement également un impact aussi sur la tarification en fonction des essences. C'est-à-dire que si tu vas prendre du chêne ou du noyer, est-ce qu'il y a un impact sur le tarif ou pas? C'est du bois, alors moi c'est pas moi qui fais le débours si tu veux, donc c'est très délicat, mais aujourd'hui effectivement tu achètes 1 mètre cube de résineux, ça coûte 500 euros hors taxe, 1 mètre cube de tu vois, je parle en mètre cube parce qu'on est dans le monde du bois normalement, voilà. Bon, alors c'est sûr que si on fait de l'ébénisterie d'art, on va acheter telle planche ou tel plaquage, etc., mais grosso modo on est toujours sur des tarifications un peu de cet ordre là, donc oui, si on va chercher un palissandre des Indes, un ébène de Macassar ou des choses comme ça, on va être sur des tarifications à la planche qui vont être bien plus importantes. Est-ce que c'est important d'aller chercher ça exactement dans le vélo? Je suis pas sûr, je l'ai pas vu aujourd'hui. On est sur des essences finalement assez classiques. Je suis pas sûr que les gens qui font des vélos en bois prennent plus cher s'ils font un chêne ou s'ils font un noyer ou s'ils font un frêne aujourd'hui. Parce que grosso modo, quand on est en train de parler d'un cadre qui va être aux alentours des 5 000 euros pour le cadre seul, je pense que c'est l'ordre de grandeur. Tu as étudié mieux le sujet que moi certainement sur les tarifs. Ouais, tout à fait, j'avais 5 500 précisément. C'est le tarif de 5 000 ou de 5 500, il n'est pas dû au fait que j'ai 220 ou 230 ou même 330 euros de débours de planches de bois. Ou même 500 parce que quelqu'un est allé chercher des planches déjà ultra séchées, en petite section, en petite quantité, et que ça lui a coûté beaucoup plus cher. Je pense pas. Voilà. Alors n'hésitez pas, maintenant vous avez toujours le loisir de nous envoyer des messages. Les vidéos sont les podcasts sont sur Facebook, sur la chaîne YouTube de Sunday Night Sport.
interagissez avec nous, dites-moi que je me trompe, pourquoi pas, je suis prêt à discuter. C'est vraiment le temps de main-d'œuvre, le temps de façonnage qui va déterminer le prix, donc je suis pas sûr que l'achat du bois là-dedans joue un gros rôle. Voilà. Et puis on parle justement, on l'a dit en introduction d'épisode, cette particularité du bois que certains vendent comme matériaux qui absorberaient un peu plus les vibrations. Donc moi je pense vibration, je pense gravel. Est-ce qu'il y a un intérêt ou pas, ou peut-être juste de se sentir un peu plus en communion avec la nature en étant sur un vélo en bois, mais route ou gravel, est-ce qu'on peut se faire fabriquer, monter un vélo pour les deux, ou c'est plus approprié sur la route ou sur le gravel? Non, je pense que c'est adapté pour les deux pratiques. Encore une fois, c'est la géométrie, l'équipement, c'est pas juste le matériau du cadre qui va jouer. On parlait de Gastaboy, il a des géométries bien particulières, des fois il n'y a pas de tube de sel sur le triangle central. C'est exactement ce à quoi je pensais. Mais là, pour le coup, si tu veux, même hors matériaux, sur les autres vélos. Alors il y a des gens qui ont fait ça avec des matériaux métalliques, ça arrivait. Il y a plusieurs expériences dans ce sens-là. Voilà. Ça montre bien que le bois a une particularité différente de l'acier, le titane, ou l'alu ou le carbone, parce qu'il n'y a pas cette tige de sel, justement. Oui, mais il allait... Alors, je ne veux pas parler pour quelqu'un, encore une fois, je ne connais pas, mais moi, si j'étais en train de réfléchir comme un concepteur aujourd'hui, je sais que je vais pouvoir aller tirer parti dans le fait que j'ai un composite qui va être finalement formé de planches de bois de faible épaisseur qui vont être collées entre elles, que j'ai à ma disposition la possibilité d'orienter le fil du bois de différentes façons en fonction de mes assemblages et d'utiliser les joints de colle, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que typiquement si je colle 2 planches de bois, le joint de colle au cisaillement avec de la colle à bois même traditionnelle est extrêmement résistant. Donc si je fais un vélo où je supprime le tube de sel, pourquoi je le fais pas dans un matériau conventionnel? La plupart du temps, c'est que j'ai un problème non pas de résistance verticale, que je vais savoir à peu près gérer, mais je peux avoir un problème de torsion de mon cadre. Et c'est pour ça qu'on voit finalement assez peu d'expérience dans les matériaux conventionnels type métallique, parce que j'ai un problème de torsion. Si j'ai un grand parallélogramme ouvert, j'ai un vrai problématique de torsion. Tandis qu'avec le bois, en fait, si je me sers de la résistance au cisaillement de mes joints de colle et de leur taille, de leur surface, je vais pouvoir probablement compenser. Je suis en train de dire ça, tu me prends complètement à froid, je suis en train de réfléchir en même temps, mais ça me paraît bien plus facile à faire avec du bois, pour le coup, cette fois-ci, qu'avec mes tubes d'acier. Ok ? Donc, chaque matériau va permettre des choses, va avoir des avantages et des inconvénients. Donc je peux lire et détecter avec ce que j'ai en bagage, moi, que probablement certaines personnes, et pourquoi pas Eddie, quand il enlève ce tube, il va tirer parti de ce que je viens de te dire. Voilà, après, est-ce que c'est mieux et radicalement différent et différenciant? Je sais pas. Est-ce que les gens se sentent plus en communion? C'est une question tellement individuelle. Force à ceux qui trouvent qu'ils sont en accord complet parce que leur vélo il est en bois et que ça leur plaît, et qu'ils pédalent plus vite parce que ça leur plaît et qu'ils pensent que c'est plus rapide. Tant mieux. Je veux dire, c'est super. Je pense que philosophiquement, si tu vas sur du vélo en bois, c'est que vraiment tu veux aller sur le vélo un peu plaisir, sensation. Ouais, mais je pense pas que ça soit des vélos moins performants. C'est des vélos qui ont pas du tout de pénalité induite du fait du bois sur l'aspect performance. Ça devrait être ouf de voir la Jumbo équipée de vélos en bois dans les années. Je pense que ça sera un peu plus compliqué parce qu'on sait que tout ça se joue pas que sur la performance et la technique. Non, mais bien évidemment, c'est justement, je me prends à rêver. T'imagines, tu vois une équipe UAE qui a que des vélos en bois. Voilà, sans après, justement ce tube en acier, mais ça voudrait. Après, tu parlais de durabilité aussi, je t'ai pas répondu là-dessus. C'est un des plus vieux matériaux de construction du monde, c'est le deuxième plus vieux. Le premier plus vieux, c'est la terre crue. On parlait des roues tout à l'heure. Je vais faire un
un podcast sur la construction, ça va me renvoyer quelques années en arrière. Non, mais tu sais, on a fait un épisode sur les roues et tu parlais qu'à quelques mètres de là où on se situe, il y a quelqu'un qui fait des roues en bois. Oui, complètement. C'est un des quelques charrons qui restent en France et il continue de faire des roues en bois. Donc le bois, en fait, effectivement, c'est pas un nouveau matériau. Et il répare des roues en bois, c'est-à-dire qu'il répare des roues en bois qui ont quelques centaines d'années, etc. Donc voilà, sur la durabilité, c'est pas une question en tant que telle. Maintenant, ça induit des précautions et voilà. Le matériau en bois, on dit des fois que c'est un matériau vivant, mais une fois qu'il est coupé, il est plus exactement vivant. Mais ce qu'il a, c'est qu'il a une capacité inhérente à ce qu'il est, à être toujours en interaction avec son environnement par le biais de la reprise hygrométrique et du tampon hygrométrique que va constituer un morceau de bois. Donc en fait, un morceau de bois, il va être plus sensible et plus prône à avoir des variations dimensionnelles en fonction de sa reprise ou non d'humidité. Donc, c'est des choses qui, notamment quand les morceaux de bois sont exposés à ces reprises d'humidité potentielles, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas protégés dans toute leur communication avec l'air extérieur d'un vernis épais qui les isole ou quelque chose comme ça, on peut imaginer qu'un morceau de bois ait tendance à reprendre 2 mm de dimension dans un sens. Alors c'est souvent plus dans une dimension transversale au fil du bois que le bois va reprendre de la variation dimensionnelle. Mais je me suis posé la question sur ces vélos, est-ce que ça avait un impact ou pas ? Est-ce que les gens avaient pris le temps de le mesurer ou pas ? Alors après, on n'est pas sur des... Voilà, quand on a un tube de vélo qui fait 70 ou 80 mm, même s'il reprend 2%, on n'est pas en train de changer complètement la géométrie du vélo. Dans la construction, on se souciait de ça parce que on a des surfaces de bois importantes avec l'utilisation des bois massifs, etc., qui ont pu causer... on est en train de travailler... on fait des bâtiments, on est exposé aux intempéries, donc on a de la reprise d'humidité, des choses comme ça. Donc c'est des sujets sur les vélos, c'est quelque chose qui m'intrigue, ça par exemple. Mais on peut supposer qu'il y a des variations dimensionnelles dans la vie du vélo qui interviennent. Ça serait étonnant que ça soit pas le cas du tout. Est-ce que les gens qui font ça, s'ils sont intéressés ou ont essayé de mesurer, je me pose la question. Tu vois, moi ça me titillerait, ça serait un de mes angles d'inquiétude peut-être, ou en tout cas de surveillance. Maintenant là, tous les gens qui font des vélos en bois, qui les commercialisent, ont des finitions, hein. Voilà, donc ils ont des finitions sur ce qui préserve le caractère esthétique du bois. Maintenant, on attend quelle durée de vie d'un vélo ? C'est pas à moi de répondre à cette question-là. La revente aussi. Voilà, la revente. Il y a des endroits où quand même il faudra se poser la question comment on gère l'induction d'eau autour du tube de sel. Où est-ce que ça va finir dans un vélo en bois ? Est-ce que l'eau s'évacue, elle s'évacue pas ? Est-ce que l'intérieur est protégé de la reprise d'humidité ou pas ? Il y a plein de questions, j'ai pas tous ces détails-là parce que, encore une fois, il faudrait pouvoir démonter les vélos et puis il y a tellement d'offres différentes là sur les. Oui, on a évoqué plein de noms avec des fabrications qui sont radicalement différentes. Oui, donc, complètement. Un grand merci pour tout ton éclairage, JP, très clairement. Hein. En conclusion, on vous invite à explorer cette merveilleuse alternative dans le monde du cyclisme, qui est justement les cadres, les vélos en bois. Je vous invite à partager cet épisode. N'hésitez pas également, comme l'a dit JP, à nous faire vos commentaires, vos retours sur les différents réseaux. Et puis, je vous donne rendez-vous avec JP, bien évidemment, pour la capsule dans l'atelier sur le podcast Dans la tête d'un cycliste. À très bientôt pour un nouvel épisode. Un grand merci. À bientôt, merci Arnaud.